même les instruments pour dépasser les principales objections qui ont été faites au passé à la Golden Rule, par exemple. À savoir, si une dépense vise à des investissements, il est clair qu'elle ne doit pas être considérée dans l'application du pacte de stabilité et de croissance comme une dépense courante. Alors, quand moi j'étais à la Commission européenne avec Romano Prodi, tous les fonctionnaires de la Commission, mes anciens collègues, me disaient non, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas vraiment faire les tri entre ce qui est dépenses courantes et ce qui est dépenses pour l'investissement. Donc, évidemment, et là, c'est une façon pour déguiser une dépense courante. Aujourd'hui, on a la méthode. C'est celle du plan Juncker. Donc, nous disons tout simplement, appliquons la méthode du plan d'investissement stratégique européen, qui déjà a des critères pour indiquer si les investissements méritent d'être soutenus par le plan Juncker. Utilisons ça pour indiquer au niveau national la dépense publique pour les investissements qui ne doit pas être considérée comme dépense courante et la dépense courante. C'est déjà un élément objectif, concret, qui existe, qui nous permettrait de développer une nouvelle politique d'investissement dans la zone euro. Et après, il y a toute la question de comment nous gouvernons la zone euro, la question du contrôle parlementaire et démocratique, la question d'un ministre de l'économie et des finances de la zone euro qui a un sens pour nous seulement s'il y a quelque chose à faire. Et quelque chose à faire, ce n'est pas donner des leçons et être tatillon et chaque 3 mois avec tel budget ou tel amendement au budget national. Ce n'est pas ça que nous voulons. Mais en réduisant, s'il y avait une capacité d'investissement, une fiscal capacity, s'il y avait un budget de la zone euro, s'il y avait des instruments pour gérer la zone euro, pas seulement du point de vue du respect des engagements de la consolidation budgétaire, parce que je ne veux pas régner le fait que si vous êtes gros et un peu... vous aurez du mal à bouger, comme disait Laurence Parisot en France, imaginez-vous en Italie, les problèmes que nous avons, hein, des santé et d'obésité. Donc, je ne veux pas relativiser les poids de la dette publique. Je veux trouver un moyen plus efficace pour la réduire. Et je crois qu'introduire les thèmes de la politique d'investissement et introduire les thèmes d'une stratégie de croissance plus intelligente, en utilisant et en construisant sur ce que nous avons, c'est une façon aussi, pas seulement de créer des emplois, mais de réduire la dette plus rapidement. L'Italie a été un pays sous la Troïka, sans la Troïka. Moi, je crois que c'était absolument nécessaire. En 2012, certaines mesures que le gouvernement de Mario Monti et après l'État ont pris. Mais si nous regardons les chiffres économiques de l'Italie aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché. Et donc, il faut penser à ce qui n'a pas marché. Nous avons la seule différence entre l'Italie et l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Irlande, c'est que nous n'avons pas reçu 1 euro de votre part. Nous avons financé, nous les Italiens, toute l'action de sauvetage italienne. Et alors que, justement, nous avons contribué au sauvetage de la Grèce, de l'Irlande, de l'Espagne et du Portugal. Ça, c'est la seule différence. Mais pour le reste, les mesures ont été les mêmes. N'ont pas marché. Donc, il faut faire plus sur les investissements. Et c'est un thème que nous avons posé à l'échelle européenne dès 2014. Il y a des choses qui sont arrivées depuis. Le plan Juncker, je l'ai déjà cité. Une application plus flexible des règles du pacte de stabilité et de croissance, le thème de la flexibilité, la clause d'investissement. On a commencé à avoir une approche un peu plus ouverte de la Commission. Pour nous, c'est le premier pas. Pour nous, il faut faire plus. Et du point de vue des investissements, j'ai déjà cité comment, je ne peux pas m'y attarder pour raison de temps. La deuxième question que vous avez soulevée dans les débats que je viens de suivre avec beaucoup d'intérêt, c'est le thème que j'appelle de l'Union sociale européenne. Nous devons construire une Union sociale européenne. Nous devons faire parce qu'il faut rééquilibrer. Nous voulons garder l'euro. Nous voulons garder l'euro, nous voulons garder l'union monétaire. Nous voulons repenser l'union économique. Nous voulons construire une union bancaire. Là, parenthèse, toujours pour notamment notre ami, je ne vise pas particulièrement, hein, mais
il est assez protagoniste de la politique européenne, disons, même au-delà du portefeuille à la finance et à l'économie, hein, il est assez protagoniste. Donc, ne m'en veuille pas, M. Schäuble, il est inacceptable de dire nous pouvons bâtir une union bancaire, avant vous devez réduire tous les risques, et après nous pouvons discuter de comment partager les risques. Parce que si nous devons réduire tous les risques en avance, après il n'y a plus rien à partager. Donc, il est clair que la négociation sur l'union bancaire doit aller en une double voie, en parallèle, réduction des risques, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le système bancaire italien, et partage des risques. Donc, l'assurance européenne pour les dépôts, pour l'épargne bancaire, c'est une chose que nous devons faire, parce que nous avons déjà adopté la directive sur le bail-in. Et ça, c'est sans doute réduction des risques. Et donc, il faut avancer de l'autre côté. Mais nous voulons une union bancaire, comme nous voulons une union du marché des capitaux. Là, malheureusement, c'est les dossiers qui avancent le plus lentement au niveau européen. Tout cela ne dit rien à mes voisins dans mon immeuble à Rome quand on me demande qu'est-ce que vous faites pour l'emploi de mon fils qui est en train de terminer sa maîtrise. Il dit absolument rien. Ce sont toutes des choses absolument nécessaires, mais qui ne parlent pas aux gens. Absolument pas. Il faut dire on s'occupe de vous. Et aujourd'hui, s'occuper des gens, s'occuper des citoyens, c'est dire nous nous engageons à bâtir une union sociale européenne. Et une union sociale européenne ne doit pas évidemment remplacer tout ce qui s'est fait et doit se faire au niveau d'État pour la lutte contre le chômage, au niveau des régions pour la formation professionnelle, mais elle doit absolument développer des instruments complémentaires à ce qui s'est fait déjà au niveau national et au niveau régional. L'assurance chômage européenne est une proposition que l'Italie a faite en juillet 2014. La première réunion informelle des ministres du Travail italiens et européens pendant le semestre italien a été dédiée à la proposition que nous avons faite de créer une assurance chômage européenne. Pas évidemment pour remplacer les systèmes nationaux, mais tout d'abord pour avoir une aide supplémentaire en cas de crise asymétrique, comme on dit l'économie, c'est une crise qui frappe particulièrement le nord de la France ou le nord-est de l'Italie. S'il y a une crise qui frappe particulièrement un secteur, une région, il faut introduire une assurance chômage complémentaire européenne par rapport à ce qui s'est fait déjà au niveau national. C'est un premier pas pour aller dans la direction qui a été évoquée avant dans les panels précédents. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a les conditions pour remettre sur la table ce genre de thème. Pour remettre sur la table la nécessité de renforcer les instruments de lutte contre l'emploi, notamment jeunesse. On a créé la garantie jeune, un premier pas, il faut faire beaucoup plus, mais il faut bâtir sur ça. Et c'est pour cela que dans la déclaration de Rome, que nous venons d'adopter le 25 mars, nous avons insisté énormément sur le thème de l'union sociale. Pas parce qu'on voulait introduire des choses qui ne sont pas dans les traités, mais parce que nous voulons pousser les chefs d'État et de gouvernement à assumer l'engagement politique de faire ce qui est prévu par les traités qu'ils n'ont jamais fait. Donc, on a parlé des progrès économiques et sociaux. Ce ne sont pas des mots de la déclaration, ce sont des mots du traité de Lisbonne. On a parlé des luttes contre les inégalités sociales. Ce ne sont pas des mots de la déclaration, ce sont des mots du traité de Rome. Donc, il faut absolument maintenant respecter cet engagement et construire une union sociale. Une union sociale qui doit, d'après moi, avoir aussi une dimension européenne de lutte contre la pauvreté. Là aussi, je suis d'accord. Parce qu'il faut montrer que dans une période de crise, dans une période d'inégalité sociale croissante, aussi l'Europe prend soin de ça. Takes care. Parce que nous devons construire une Europe qui donne plus de sécurité, au pluriel, des protections et d'opportunités. Donc sans doute, et ça sera mon dernier point, sans doute il faut travailler sur la dimension de la croissance économique, travailler sur la dimension sociale, et il faut, de l'autre côté, regarder ce que nous devons faire plus et mieux ensemble pour être protagonistes et pas spectateurs dans les nouvelles des ordres globales. J'aurais dû peut-être commencer par ce point-là.
qui justifie beaucoup plus ce que je viens de dire. Parce qu'évidemment moi je ne pense pas qu'il y avait un ordre global avant, mais je pense que les nouveaux positionnements de Poutine, la nouvelle politique qui vient d'être mise en œuvre, promise par la campagne électorale, c'est surprenant, mais hélas, c'est un acte de cohérence de la part du président des États-Unis. Il est en train d'appliquer ce qu'il avait dit en campagne électorale. La croissance de la Chine sont tous des grands défis. La relation avec l'Afrique, qui a été mentionnée avant, sont tous des défis sur lesquels nous devons décider si nous voulons être coprotagonistes, si nous voulons être acteurs dans ces nouvelles désordres globales, ou si nous voulons être spectateurs. Si nous choisissons d'être spectateurs, je ne suis pas sûr que le spectacle qui sera mis en scène passera de notre goût. Je ne crois pas. Si nous voulons être acteurs, nous devons aussi bâtir une Europe de la défense. Construire une politique de la défense et de la sécurité. Construire une stratégie de la sécurité. Et c'est l'autre point de la déclaration de Rome, qui répondent aux besoins de la sécurité physique. Parce que c'est l'autre cause de l'Europe de la peur. Si dans tous les pays, nous voyons aujourd'hui, moi j'espère que ça reste pas possible, mais probable, mais si dans tous les pays, États membres, et dans des États membres fondateurs, on court le risque de voir des mouvements extrémistes, populistes, anti-européens, d'arriver premiers aux élections, et je parle des risques réels, c'est notamment parce qu'ils se nourrissent de l'Europe de la peur. Et nous devons contrer l'Europe de la peur. Peur pour mon emploi, peur pour mes enfants qui n'auront pas un niveau économique comparable à ce que j'ai vu, peur parce que je vais à la gare ou je vais à l'aéroport et je risque que quelqu'un fait sauter en air la gare ou l'aéroport. Donc il faut répondre à ces besoins de sécurité. Et l'Europe de la défense aujourd'hui, c'est une Europe possible et nécessaire. Possible et nécessaire pour les nouveaux contextes globaux, pour les défis qui nous viennent de contribuer beaucoup plus en tant qu'Européens, nous viennent d'outre-océan, de contribuer beaucoup plus en tant qu'Européens à notre sécurité, à la sécurité collective. Et besoin aussi parce que nous devons, si c'est vrai que nous devons rationaliser la dépense, et éviter les gaspillages et utiliser une partie de la dépense pour des investissements, pour des projets d'avenir, il vaut mieux dépenser mieux et ensemble une partie de la dépense militaire. Nous dépensons les 50% de ce que les États-Unis dépensent au niveau militaire. Nous avons les 10% de l'efficacité militaire des États-Unis. Si nous commencions à faire des marchés, des appels d'offres, je crois, tender, pour pas seulement les équipements militaires, mais les équipements non militaires qui sont nécessaires pour accompagner des missions militaires, selon les études qui ont été faites par plusieurs think tanks, nous aurions en épargne une réduction de la dépense de 30%. Il vaudrait mieux faire ça et utiliser ce 30% pour renforcer la dépense militaire en tant qu'Européens. Ça, ce sont les deux chantiers sur lesquels nous devons nous engager. Je crois que aujourd'hui, les conditions peuvent se mettre en place. Ça dépend beaucoup de vous, Français, résidents en France qui votent aux élections présidentielles. Ça dépend aussi de la prise de conscience de l'Allemagne que si on continue à faire une politique uniquement qui mise uniquement sur les exportations sans faire beaucoup plus sur l'investissement et la demande, un jour ou un autre, ils devront espérer qu'il y a de la vie sur les planètes Mars. Parce que si tout le reste va baisser, je ne vois pas à qui pourront vendre leurs produits, donc il faut rééquilibrer ça. Mais je crois que là aussi, il y a les conditions de les faire. Il est clair, j'espère que nous pourrons faire tout cela unis à 27. Et je crois qu'unis à 27, nous devons avancer toujours là où c'est possible. Là où c'est nécessaire, nous devons avancer par un groupe dynamique des pays et des peuples, basé uniquement sur la volonté politique. Donc chacun, tous ceux qui en ont la volonté, doivent faire
partie de ces groupes dynamiques, donc nous devons rester toujours ouverts